Grand 2. L'armée sénile. Parmi ces accusations se place au premier chef la vieillesse de l'armée. À chaque échelon de la hiérarchie, les cadres exécutants ont largement dépassé l'âge qui leur permettrait de mener leur combat dans les meilleures conditions physiques et morales. La guerre actuelle ne peut être menée sur le terrain que par des jeunes. Elle est dure. Pour que l'adversaire ne vienne pas jusque chez nous, il faut aller le chercher chez lui, c'est-à-dire dans les zones de montagne arides ou les maquis impénétrables. Le chef, qui n'a pas les mêmes capacités physiques que ses hommes, n'amènera jamais ses troupes au contact et n'ira jamais jusqu'à l'exploitation du succès. Il restera, même action offensive, sur la défensive. Il sera le gibier qu'atteindra à coup sûr le chasseur adverse. Il faut des hommes capables d'aller d'eux-mêmes jusqu'au choc, des officiers capables de faire 40 km dans la nuit pour se tapir avant le lever du jour, en position pour surprendre l'adversaire dans ses repères, des officiers capables de diriger leurs opérations d'un hélicoptère. Si l'on veut battre l'ennemi, il faut être aussi rustique, aussi mouvant que lui. Un colonel commandant un régiment de type actuel ne devrait pas avoir plus de 40 ans. Un capitaine devrait avoir 28 ans. Or, les âges moyens des derniers tableaux d'avancement prouvent que les jeunes colonels auront 49 ans, les jeunes commandants 40 ans, et les plus jeunes capitaines 33 à 34 ans. C'est 10 ans de trop. Lorsque ces cadres, déjà trop âgés pour la troupe, passeront aux échelons supérieurs, ils auront vite perdu la notion de la dure réalité, si tant est qu'ils l'aient réellement connue puisqu'ils étaient déjà trop vieux pour jouer le jeu à fond. Les cadres élevés de l'armée ignorent les conditions réelles du combat, comme ils l'ignoraient en Indochine. Le même général qui, en Indochine, prescrivait un bouclage de la plaine des joncs, parce qu'il ne voulait pas croire qu'à certains endroits, la troupe avait de l'eau par-dessus la tête, ce même général imagine en Algérie un ratissage à raison d'un homme par 50 mètres courants, dans un maquis où l'on passe à 1,50 m du Félaga sans le voir. Dans ces conditions, que fait la troupe ? Que font les cadres ? La troupe se rend compte de l'inutilité de ses fatigues, et cette expérience répétée et décevante l'amène à un découragement fataliste. Les cadres, ou bien subissent, quand ils ont passé l'âge de l'indignation, ou bien rouspètent contre les échelons supérieurs. Ce dernier cas est celui des troupes jeunes, parachutistes en particulier. Il en résulte forcément des rivalités de commandement et d'attribution, les cadres des unités dites d'intervention reprochant souvent aux commandements territoriaux généralement plus âgés de diriger des opérations dont la conception ne correspond pas aux pénibles réalités du terrain et de l'ennemi, ou dont ils ne seraient pas en mesure d'assurer eux-mêmes l'exécution. En a-t-on vu de ces commandements déjà bedonnants, qui font faire la pause non pas en fonction de la marche imposée par la mission, mais en fonction de leur propre fatigue. Il serait enfantin d'objecter que, pour diriger un théâtre d'opération, il est inutile de pouvoir faire 40 km en terrain varié. C'est bien évident. Mais entre le commandant des grandes unités et le chef de section, il existe des capitaines et des commandants, des colonels et même des généraux qui, eux, doivent pouvoir supporter les fatigues dures et longues du chef qui entraîne ses troupes au combat. Il faudrait peut-être prendre exemple chez les Russes ou les Israéliens, si notre propre histoire ne nous aide aucune expérience. Mais, exception faite des parachutistes pour lesquels l'aptitude au saut exige de satisfaire à certaines épreuves, nous en sommes encore à demander aux officiers une aptitude à faire campagne dont les normes étaient à peu près les mêmes à l'époque des bandes molletières. Cette aptitude n'exige l'accomplissement d'aucun test d'entraînement physique, et les données médicales fixant cette aptitude ne sont pas plus sévères pour un lieutenant que pour un vieux général. Or, l'amoindrissement des qualités physiques entraîne à la passivité. On subit la guerre en faisant son petit travail au mieux, mais sans élan, sans oser. Si un chef n'est plus capable de prendre ses responsabilités en donnant directement ses ordres par radio, s'il lui faut un double pour se couvrir à l'heure de la critique, il n'a pas la confiance de ses subordonnés.
il craint la défiance de ses supérieurs. L'ère du manifold est passée. L'armée a besoin de chefs qui aient confiance en eux-mêmes, et pour qu'ils insufflent leur confiance, leur foi, leur énergie aux subordonnés, il leur faut conserver les possibilités d'exaltation de l'être jeune qui sent sa force et veut se dévouer. Il leur faut la faculté, presque le besoin de s'enthousiasmer ou de s'indigner. Si la France voulait vaincre, elle aurait laissé des généraux de 40 ans increvables sur le terrain, des capitaines de 25 ans faisant la guerre comme on pratique le sport, avec dynamisme, fierté, générosité.